Bonsoir et merci de nous rejoindre ici pour cette soirée électorale. Ce dimanche 22 novembre 2020, 6,5 millions de Burkinabés étaient appelés aux urnes pour un double scrutin présidentiel et législatif. Pour la première fois de l'histoire, les Burkinabés de la diaspora ont pu exercer leurs droits civiques. 3 heures après la fermeture officielle des bureaux de vote, la RTB vous permet de revivre cette journée d'élection à travers des interviews, des entretiens, des décryptages, des analyses, des comptes rendus de nos envoyés spéciaux déployés sur tout le territoire national et même à l'extérieur du Burkina Faso. Avec eux, il sera question de revenir sur la journée de vote, mais aussi les échos sur les premières tendances des urnes de ce double scrutin. Nous aurons en plateau des analystes, des observateurs, des candidats ou leurs représentants, mais aussi les organisateurs de ce double scrutin. Je serai en compagnie de Ruth Bini-Ouattara et de Nathalie Kaoré pour conduire cette nuit électorale et nous en avons pour toute la nuit, la fin étant prévue le 23 novembre à 6 heures. Bonsoir donc et merci de nous suivre. Donc, je le disais, ce double scrutin présidentiel et législatif. Et pour la présidentielle, 13 candidats en lice, y compris le président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré. Si certains ont pu s'acquitter de leurs devoirs dans la capitale burkinabé, comme c'est le cas du président sortant et des candidats comme Zéphirin Diabré, d'autres ont choisi de repartir parmi les siens pour voter. On revoit tout cela en images avec Oumou Sissé. C'est au centre de vote de la garderie populaire du secteur 4 de Kaya que Kadri Désiré Ouédraogo accomplit son devoir civique. Le candidat du mouvement Agir Ensemble brigue pour la première fois la magistrature suprême. Les élections sont la façon pour le peuple de s'exprimer quant au choix de ses dirigeants. Je suis confiant, je fais confiance au peuple burkinabé auquel j'ai présenté mon programme qui je crois est un programme qui devra nous mener vers la paix, la sécurité, la stabilité et aussi vers la prospérité partagée. 7h55, c'est l'heure à laquelle le candidat du mouvement du peuple pour le progrès MPP se présente dans son bureau de vote à l'école primaire Padoua B. Et après avoir glissé son bulletin dans l'urne, il lance un message à tous les citoyens. Et j'appelle donc tous les Burkinabés, quelle que soit la tendance, à ne pas faire preuve de paresse parce qu'il s'agit de la démocratie du Burkina Faso, il s'agit du développement du Burkina Faso et il s'agit également de la paix dans notre pays. Donc il est important que chaque Burkinabé aille voter et choisir celui qui dirigera le pays demain. Le candidat de l'Union pour le progrès et le changement UPC, lui vote ici au bureau de vote numéro 1 de l'école franco-arabe de la zone du Bois. Ce jour est unique. Si on ne l'a pas fait aujourd'hui, on n'aura pas d'autre occasion pour le faire. Quelle que soit votre orientation politique et quelles que soient vos aspirations et vos orientations, il est important que l'on sache ce que vous pensez, ce que vous voulez, et on ne peut le faire qu'en allant donc voter. C'est à Dabari, dans son village natal, que le candidat de Faso Autrement accomplit son devoir civique. Une satisfaction pour Ablassé Ouédraogo, car tout le dispositif de vote est en place. Ce que je veux dire, c'est du fond de moi-même, prier Allah, le Seigneur, qu'en ce jour historique pour le Burkina Faso, qu'il choisisse la femme ou l'homme qui, au sortir des urnes, ce jour 22 novembre 2020, que cette femme, que cet homme-là soit en mesure de diriger le Burkina Faso. Seule femme en lice pour cette élection présidentielle, c'est l'école Les Grâces au quartier d'Union de Ouagadougou qui accueille le vote de Yéli Monique Kam. C'est une occasion pour le peuple de s'exprimer, de décider de l'avenir de notre pays. C'est vrai que nous avons eu des contraintes, mais nous avons voulu aller à ces élections-là pour remettre notre pays en marche dans un état de droit.
Edi Kombeyogo, candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, lui effectue son vote dans le bureau de vote numéro 2 situé à l'école Bogodogo 1 dans le quartier Zone du Bois. Après avoir accompli cet acte, le candidat du CDP lance un avertissement. Nous sommes des démocrates, donc il n'y a pas de, nous sommes des républicains également, il n'y a pas de raison que nous ne respections pas le verdict des urnes. Mais à condition, à la seule condition, que ce soit la vérité et la sincérité des urnes. Même sentiment chez Maître Gilbert Noël Ouedraogo, qui déplore en plus l'absence de certains matériels de votation. Le président de l'ADF-RDA a effectué son double vote au secteur 2 de Waïgouya. Il est déplorable de constater qu'aujourd'hui, surtout pour la présidentielle, il y a le procès verbal qui manque, alors que le procès verbal est le document qui est remis au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau des différents organes qui interviennent dans le cadre des élections. Et c'est sur ce procès verbal qu'on marque tout ce qu'il y a comme irrégularité. Et j'espère que cela va être régularisé. Des problèmes d'ordre pratique, Maître Ambroise Farama en a constaté aussi dans son bureau de vote situé au secteur 3 de l'Europénie. Des difficultés qui n'entachent en rien la sérénité du candidat de l'OPA-BF. Je suis serein, bien entendu, mais seulement je constate qu'il y a beaucoup de difficultés d'ordre pratique. D'abord, même ici, jusqu'à 6h30, vous voyez à quelle heure finalement on commence, alors qu'on était censé commencer à 6h. Donc, il y a des difficultés pratiques. Il aurait fallu que je vienne aussi tôt pour les constater. Accomplir son devoir civique en mesurant tous les enjeux de ce scrutin, c'est le message lancé par le président du mouvement pour le changement et la renaissance MCR après avoir effectué le double vote. Aujourd'hui, c'est un jour qui va consacrer la fin de 21 jours de campagne et je souhaite que ce soit ce jour où nous allons célébrer la victoire de la démocratie, la victoire des vertus de transparence, des vertus de crédibilité. C'est à l'école bilingue Le Kangourou située à Ouaga 2000 que le candidat indépendant Claude Emeta Sambedo accomplit son devoir citoyen. Pour lui, seuls les votes peuvent changer les choses. Nous sommes en démocratie. Nous ne pouvons plus chasser quelqu'un, nous ne pouvons plus faire quoi que ce soit, mais nous pouvons changer par le vote. Ce geste-là, il est capital pour la vie des citoyens. C'est à Banfoura que le professeur Abdoulaye Souma accomplit son devoir citoyen. C'est de bien réfléchir. Chacun n'a qu'à tenir compte de son propre avenir, de l'avenir de ses enfants ou de ses proches et de l'avenir de notre nation. Le candidat de Vision Burkina, parti pacifiste, choisit Ndorola, commune rurale située à une centaine de kilomètres de Orodara, pour exercer son droit de vote. Depuis que je suis adulte, en âge de voter, que je vote chez moi à Ndorola. D'habitude, j'ai toujours voté dans mon lieu de résidence à Ouaga. Des élections apaisées, transparentes et des résultats acceptés de tous, c'est le souhait de tous ces candidats. Voilà, c'était là donc le résumé de la journée de vote avec les 13 candidats à la présidentielle. Je le disais, je suis en compagnie de Ruth Bini-Ouattara. Ruth, bonsoir. Bonsoir Fousseni Kindo et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, donc nous allons y aller avec le premier acte de cette nuit électorale. Nous serons avec trois invités. Un premier du côté de la commission électorale à Ouaga 2000. Il s'agit donc du premier responsable de l'institution. Nous serons également avec le président du Conseil supérieur de la communication et le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Donc, en attendant que nos deux invités en plateau s'installent, nous appelons Christine Koulibaly, qui est du côté de la CENI à Ouaga 2000. Christine, bonsoir. Dites-nous l'ambiance qui règne présentement à la CENI à Ouaga 2000. Fousseni Kindo, il faut dire que les regards sont certainement tournés vers le quartier général de la Commission électorale nationale indépendante où est implanté ici à Ouaga 2000 le dispositif de réception, de vérification et de publication des résultats des centres de compilation communaux. Tout est fait prêt ici
Et les commissaires de la CENI sont là, la presse, les observateurs, et certainement et surtout les représentants des partis politiques qui ne voudraient pas surtout se faire compter à l'histoire. Nous avons toute la nuit pour rapporter les résultats à nos téléspectateurs. Et je recevrai d'un moment à l'autre le président de la CENI que nous attendions et qui n'est pas encore sur ce plateau, Fousseini Kindo. Alors donc, le président de la Commission nationale électorale indépendante qui n'est pas encore là, nous avons en plateau des invités, Ruth Ouattara, vous l'avez dit, le président du Conseil supérieur de la communication, Mathias, bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Et nous avons également le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danginou. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Oui, on commence avec vous, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la communication. On l'a vu durant ces 21 jours de campagne, vous avez géré de mettre pratiquement la communication au niveau de la campagne, notamment l'accès et l'équité de tous les candidats. Et aujourd'hui, c'est un homme heureux qui est sur ce plateau. J'imagine. Et ce n'est sûrement pas seulement le président du Conseil supérieur de la communication qui est heureux. Je pense que c'est l'ensemble des Burkinabés, parce que c'est un challenge commun que le peuple est en train de relever, et dans un environnement sous-régional et électoral difficile, le Burkina est en train de devenir un îlot exceptionnel. Et à ce titre, nous sommes d'autant plus heureux que les médias jouent un rôle essentiel pour avoir des élections apaisées. Et les médias burkinabés sont en passe de confirmer ce qu'on pense d'eux. Je crois que ce n'est pas pour rien que la presse burkinabé aujourd'hui est citée en exemple de par leur professionnalisme. Et comme nous reviendrons là-dessus, quand on parle des médias en matière électorale, les regards sont surtout tournés vers les médias publics. Et je crois que Dieu faisant bien les choses, je me retrouve en face du patron des médias publics. Et c'est quand même avec plaisir que je vais vous tirer mon chapeau en tant que régulateur. Parce que pour une fois, dans notre pays, personne, je dis bien personne, ne pourra reprocher aux médias d'État de n'avoir pas été à la hauteur. Et le principe constitutionnel d'égal accès des candidats et des partis politiques aux médias d'État a été scrupuleusement respecté. Donc je reviendrai là-dessus et permettez-moi donc de rendre grâce au Tout-Puissant qui nous a permis d'atteindre ce jour et ce soir sans incident majeur sur le plan sécuritaire et sur le plan organisationnel, bien que le président de la CENI peut-être nous donneront ou il nous donnera plus de détails là-dessus. Mais en tout cas, soyons fiers du défi que nous venons de relever ensemble. D'accord. Alors, vous venez de faire l'appréciation du déroulement de la campagne et du comportement des médias durant cette campagne-là. Et là, c'est une question qui s'adresse à tous les deux, à chacun de vous. Comment est-ce que vous avez apprécié justement cette attitude pour cette journée électorale qui s'est déroulée? Nous restons avec vous avant d'aller du côté du ministre de la Communication. Pour la journée électorale, vous savez que nous avons mis un monitoring spécial au niveau du Conseil supérieur de la communication. Avec le système HMS que nous déployons, nous avions en temps réel tout ce qui se disait sur les radios et dans les télévisions. Depuis 6 heures du matin, les journalistes sont sur le terrain pour porter l'information aux citoyens. Et nous avons dans l'ensemble noté que dans la plupart des cas, les journalistes sont restés strictement dans les lignes tracées par le Conseil supérieur de la communication, qui faisait en sorte que ce n'est plus une journée de propagande, ce n'est plus une journée de campagne, mais c'est une journée de restitution de ce qui se passait sur le terrain. Je pense que les citoyens ont pu suivre le déroulement des élections et nous avons déploré, hélas, quelques moments où on a vu quand même des titres qui n'étaient pas du tout en adéquation avec ce qui se passait, mais ce n'est pas imputable à la presse nationale, c'est surtout une presse internationale que nous allons d'ailleurs interpeller parce qu'on fait de confusion
quand vous mettez un titre du genre « élection sous tension au Burkina Faso », pour ceux qui ne vivent pas au Burkina, ils se demandent c'est quelle tension. Vous voyez le contexte apaisé dans lequel les élections se déroulaient, ou lorsque vous mettez en lien la mort d'un citoyen étranger avec l'élection présidentielle, alors qu'il n'y a aucun lien, ça pose un problème. Donc ça donne à confusion dans l'opinion internationale, alors qu'au niveau national, franchement, on peut tirer notre chapeau à la presse pour cette journée. Monsieur le ministre de la Communication. Merci. Moi, je suis souvent mal à l'aise quand on parle de cette situation, parce qu'il y a quelques mois de cela, je demandais aux journalistes de savoir aller à l'essentiel et de préserver ce qui était notre unité nationale et ce qui était important. Et aujourd'hui, lorsque je vois ce qui s'est passé, je dois dire vraiment comme le président Tankwano que, y compris les médias privés, il y a un effort qui a été fait. On a compris que c'est l'image que nous allons donner de nous-mêmes aux autres qui va être l'image que les autres vont répercuter. Et c'est vrai que nous avons des zones où il y a des tensions sécuritaires. C'est vrai qu'il y a des bureaux de vote qui n'ont pas pu être ouverts, mais dans la majorité des cas, durant toute cette campagne-là, 21 jours, nous avons fait une campagne apaisée, une campagne, en guillemets, civilisée, que beaucoup de pays, y compris occidentaux, peuvent nous envier. Donc je crois que la presse y a été pour beaucoup, en montrant cette façon de faire là, en mettant l'accent sur les messages de contenu plutôt que sur tout ce qui peut être dérapage. On a peut-être eu par-ci par-là quelques écarts, mais vous savez, quand on est en direct ou quand il y a un acteur politique en face, parfois on peut difficilement réguler ces personnes-là, mais je crois que je suis satisfait dans l'ensemble, véritablement. Presse privée, écrite comme audiovisuel, presse publique écrite comme audiovisuel. Je pense que nous avons montré que nous sommes matures et qu'on peut véritablement nous faire confiance. Oui, Monsieur le Président, on l'a vu également, la journée qu'on devait observer, juste pour qu'il n'y ait pas de passe d'armes, on a vu des acteurs politiques interpeller l'opinion sur un certain nombre de faits. Quel est votre commentaire? D'abord, je pensais revenir quand tout à l'heure, je donnais l'appréciation que nous avions sur la presse d'État. Et je pensais revenir sur la presse privée par étapes. Il faut saluer aussi le travail abattu par la presse privée. Et nous rendons un grand hommage à la presse privée qui, dans leur action, avait l'obligation de tenir compte du pluralisme des opinions et surtout de l'équilibre. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas établir l'égalité du fait que ce sont quand même des médias commerciaux. Et nous tenons à le faire parce qu'il y a deux situations. Nous avions à notre niveau, au niveau du régulateur, prévu, parce que tout le monde sait que dans le monde audiovisuel privé, nous avons des promoteurs de médias privés qui sont membres du gouvernement. Nous avons des promoteurs ou des médias privés dont les actionnaires majoritaires sont candidats. Ce sont des situations que nous avions pris en compte pour préparer la régulation. Mais je suis heureux de constater que ni l'un ni l'autre n'a usé de ces postures pour mettre leurs médias au service de leurs candidats. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Il faut souvent le souligner. Nous étions fiers de constater que tous ces médias sont restés dans le cadre strict du professionnalisme. Mieux, vous avez vu des télévisions privées dont les actionnaires majoritaires sont de l'opposition, mais qui ont passé en direct des actions et des activités des candidats qui sont adversaires de leurs propriétaires. Tout comme vous avez vu des médias qui appartiennent à des ministres de ce gouvernement qui ont passé le temps à relayer les activités des candidats de l'opposition. Ça, je pense, c'est un modèle qu'il faut magnifier parce que c'est ça qui va permettre de consolider notre presse. Maintenant, ce qui concerne l'inobservation par des acteurs politiques de ce qui s'est passé hier, en tant que garant du pacte de bonne conduite qu'ils ont signé, c'est une situation que nous pouvons remettre dans leur contexte. Vous savez, moi je suis expert électoral. Je sais qu'en matière électorale, les situations évoluent et ça devient des situations de passion.
Je crois qu'au-delà de ce qui s'est passé, il faut restituer ça dans son contexte et tenir compte que c'est plus une interpellation. C'est pour ça d'ailleurs que vous me donnez l'occasion de rappeler à ces acteurs politiques et aux médias qui couvrent ces activités qu'il faut toujours avoir à l'esprit que le pacte que nous avons signé, c'est pour améliorer, c'est pour consolider le vivre ensemble et que toutes les difficultés, les inquiétudes soulevées peuvent toujours trouver des solutions dans le cadre du dialogue politique qu'ils ont, qui a toujours permis depuis 2 ans que majorité et opposition s'asseyent ensemble et qu'ils discutent. Donc pour moi, c'est un événement et pour moi je dis de ne pas trop donner aussi de débat là-dessus, de restituer ça dans son contexte de passion pré-électorale parce que quand le pouvoir est mis en jeu, c'est normal que les gens soient aussi passionnés. Maintenant, jouons bas la terre, acceptons de nous écouter, acceptons de s'asseoir ensemble et toutes les critiques qui ont été formulées, que ceux qui sont concernés aient le réflexe de dire, bon, regardons ce qu'ils disent, qu'est-ce qui est fondé, qu'est-ce qui n'est pas fondé, et trouvons des solutions ensemble. Nous sommes tous des Burkinabés. C'est ça qui est plus important pour moi. D'accord. Alors, Fousseni Kidou, si vous le permettez, je vais juste adresser une question à Monsieur le ministre de la Communication. Tout à l'heure, vous avez fait cas de certaines irrégularités ou dysfonctionnements qu'on a constatés le long de cette journée de vote. Alors, on a eu un peu le sentiment qu'il y en avait beaucoup à travers les différentes interpellations de part et d'autre. Est-ce que vous pensez que cela est de nature à jouer sur la crédibilité ou à entacher la crédibilité des élections de ce jour? Je pense que les acteurs qui ont à charge ces questions-là seront plus pertinents pour répondre de l'effectivité. Ce que moi je veux dire, c'est que quand je fais le point, je ne suis pas si inquiet que ça au final. Ce qui est important de relever, c'est que quoi qu'il advienne, dans la majorité des cas, les choses se sont bien passées. Elles sont bien passées parce qu'il y a eu un travail en amont. Vous savez, l'administration territoriale facilite un peu la mise en œuvre. L'organe de gestion reste la CENI. Donc, de l'autre côté, avec le CSC par exemple, vous avez vu comment, dès le départ, un certain nombre de radios communautaires, associatives ont été exclues du jeu pour faciliter justement cette situation-là. Moi, je pense que nous sommes dans une situation aujourd'hui où il y a forcément des attentes qui sont fortes. Et comme a dit le président Tankwano, c'est une question de conquête du pouvoir. Donc, parfois, chaque petit incident peut être monté en épingle, d'où la responsabilité justement des médias de pouvoir ramener à leur juste niveau ces questions-là dans une information véridique des populations, mais en remettant toujours les choses dans leur contexte. Voilà. Il y a certainement des situations que le président de la CENI va expliquer parce que c'est lui qui gère ça. Mais lorsque moi je regarde la situation dans l'ensemble, je me dis, il y a eu certainement des failles, il y a des difficultés, mais dans l'ensemble, je crois qu'on doit être satisfait. Je disais tantôt le point fait par des organisations comme la France et la CODEL qui me faisaient le point au pourcentage près d'une qui n'ont pas été scellées, etc. Et quand vous regardez au final, bon, à 90%, je pense qu'on doit être satisfait de ce qui a été fait aujourd'hui sur le territoire national. D'accord. Alors, Fousseni Kidou, on va aller du côté de Bobo Dioulasso. On va essayer de joindre Mounira Kéré. Si Mounira Kéré est en ligne. Mounira, bonsoir. Alors, est-ce que vous nous entendez, Mounira Kéré? Est-ce que vous nous recevez? Alors, en attendant certainement que les choses reviennent en ordre avec Mounira, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la communication, le ministre de la Communication l'a dit, il y a eu des difficultés, mais cela n'entame pas forcément la crédibilité et les médias appelés à jouer un rôle. Après ce scrutin également, doivent être interpellés. Non. Ça ne veut pas dire que nous vous avons félicité, mais ça ne veut pas dire que tout a été rose. Je sais que vous avez reçu quand même des lettres de rappel, parce qu'il y a eu quelques manquements que nous avons constatés et nous avons attiré l'attention à travers donc des lettres de rappel. Et ce qui est aussi intéressant, si je peux vous dire, que ce soit les télévisions, les radios, les médias publics comme privés que nous avons interpellés, nous ont répondu en prenant acte, en nous remerciant et en s'engageant à s'améliorer. Donc c'est ça qui est bien dans le jeu institutionnel.
Et ça, c'est très important, et que nous n'ayons pas de rapport conflictuel comme de par le passé. Et ça a été quelque chose que j'ai remarqué. Et depuis d'ailleurs la régulation de la période d'avant-campagne. Vous savez que c'est cette période qui avait suscité le plus de débats entre les médias et puis le Conseil supérieur de la communication. Mais malgré tout, c'est resté dans un jeu institutionnel et civilisé où, bien que beaucoup de gens ne comprenaient pas l'interprétation faite par le CEC, mais on est resté vraiment dans un jeu institutionnel qui a permis d'apaiser la situation. Mais nous n'avons pas encore fini. Le rôle des médias, c'est maintenant que vous pouvez bien terminer quand vous pouvez tout gâter. C'est la période la plus difficile à gérer, à savoir la gestion de cette période qui est sans monter un peu la tension, parce que c'est la période où la question des résultats est posée. Nous avons toujours attiré l'attention des médias. D'ailleurs, les fêtières des médias ont signé le pacte de bonne conduite, où nous avons dit qu'il serait bien que les médias dans leur ensemble, et à titre exceptionnel, nous avons autorisé les médias confessionnels et les médias communaux à s'intéresser et à pouvoir publier les résultats par voie d'onde ou par voie de presse à travers les résultats, les canaux uniquement des commissions électorales. Maintenant, les médias savent que c'est une période aussi d'attente de population, chacun veut avoir les premières des résultats. C'est là où il faut que le professionnalisme joue. Entre véhiculer, passer le temps à donner les résultats d'un bureau de vote par-ci par-là et susciter dans l'opinion une certaine prise de position. Et après, parce que quand on va dire tel média a annoncé pourtant que dans tel pays ou dans telle commune, c'est tel candidat qui a gagné. Vous voyez ce que ça... C'est une période assez délicate où nous interpellons véritablement les médias à rester vraiment dans le canal qu'ils ont eux-mêmes tracé, pas le canal pour amener la mer, mais le canal, le sillon tracé, pour permettre que nous continuons toujours à avoir vraiment des débats et une situation apaisée pour notre pays. Et je pense que les acteurs politiques, lorsque les médias vont encore rentrer dans ce jeu, ils vont même obliger les acteurs politiques à rester assez sobres dans leur interprétation. Moi, si vous permettez, sur ce que dit le président, c'est important que les médias conservent cette attitude-là. Parce que le jeu politique, les ambitions peuvent parfois prendre des attitudes et déborder un peu. Et si nous laissons entraîner, ce n'est pas eux qui sont responsables, c'est nous qui devenons responsables. Donc je pense qu'il y a un certain pas de détachement, mais une certaine froideur à avoir. Tout le monde veut des résultats, on est dans un espace qui est extrêmement compétitif, chacun veut être le premier à annoncer, mais si on est d'accord aujourd'hui qu'il y a une situation qui peut être explosive parce que les ambitions sont toutes justifiées, il est donc important de regarder comment on va faire cette diffusion-là. Si on est tombé d'accord que ce sont les textes, ce sont les éléments de la CENI qui vont être diffusés, je pense que tout le monde doit pouvoir s'en tenir à cela. Il n'y a aucun mal, il y a d'autres sujets sur lesquels on peut faire. Vous faites une nuit électorale sur des éléments alors qu'il n'y a pas encore eu les résultats. On aurait dit qu'il faut attendre les résultats, mais on n'a pas ces sondages en sortie d'une comme dans certains pays, on n'a pas cette culture-là, et il est important donc que pour ne pas gâcher ce que nous avons pu réaliser, nous serons attentifs à cette période-là qui est extrêmement volatile. Oui, Monsieur le ministre, c'est vrai que vous l'avez précisé au départ, les organisateurs de ce 12 scrutin reviendront sur un certain nombre de points, mais sur ce plateau, vous êtes le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Donc, vous pouvez certainement, au nom du gouvernement, donner une appréciation globale de tout ce qui s'est passé avant, pendant et certainement après ce double scrutin pour que les choses puissent se terminer. Non, je peux donner avant et pendant, et je peux donner avant parce que avant le gouvernement a été acteur de tous les événements. Nous avons aidé la CENI dans la mise en œuvre de ce processus, dans la recherche de financement. Les acteurs politiques ont travaillé à travers donc le dialogue politique à trouver les voies et moyens pour élucider toutes les petites énigmes qu'il y avait et aplanir la situation. Aujourd'hui, il aide la CENI de traiter de cette question-là, parce qu'il faut que nous respections le cadre
de mise en œuvre de ces élections-là. Ce que moi je dis, c'est que le gouvernement se satisfait du climat dans lequel ça s'est passé, et vous avez vu tous les hommes politiques qui sont passés se sont félicités de cela, et donc je souhaiterais donc que nous restions dans cette attente-là, en respectant les éléments cadres sur lesquels nous travaillons. La CENI reviendra sur les détails, et s'il y a nécessité que l'administration territoriale soit interpellée, elle vous apportera ces éléments de réponse, mais je crois qu'il faut saluer ce qui a été fait avant, au niveau du travail gouvernemental, sur les questions de financement, parce que ce n'était pas acquis. C'est l'occasion de féliciter également et de remercier nos partenaires techniques qui nous ont encouragés. Également le travail de la CENI dans le déploiement qui a été fait. Et puis pour le reste, nous attendrons pour que ceux qui ont en charge l'effectivité de la gestion puissent nous en rendre compte. Voilà. Voilà. Alors, à travers ce qui a été dit sur ce plateau par nos deux invités, j'ai un peu le sentiment qu'il y a deux aspects qui échappent jusqu'à présent au contrôle. Il s'agit du traitement de l'information par les médias internationaux, comme l'a dit le président du CSC tout à l'heure, et puis également ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'à ce niveau-là, on n'a toujours pas trouvé de solution pour pouvoir, en tout cas, amoindrir, atténuer les effets ou les conséquences, en tout cas néfastes, des informations qui sont diffusées à travers ces canaux? Vous savez, en ce qui concerne les médias internationaux, c'est toujours l'éternel débat que nous avons. Et lorsque le régulateur est prompt à taper sur les médias nationaux, et alors que les médias internationaux... nous les interpellons aussi très souvent. Et comme je lui ai dit, l'angle d'analyse ne peut pas être le même angle. Parce que quand vous les voyez, ces médias, même quand ils font l'analyse de la situation politique dans leur propre pays, c'est pas... Vous avez vu que quand ils annoncent, ils disent toujours les élections, ils cherchent à donner ce qu'ils trouvent même que la campagne était morose, parce que la campagne n'était pas tendue dans d'autres pays. Au lieu de mettre en exergue que c'était une campagne civilisée, comme nous l'avons vécu au Burkina, on trouve plutôt que la campagne était morose. Donc, c'est des gens qui veulent que ça chauffe dans les pays pour en faire les choux gras, comme on le dit dans votre jargon. Les médias sont toujours en quête de la petite bête. Oui, mais la petite bête, quand elle n'est pas là, il faut magnifier justement la propriété de la cour. C'est ça qui doit être magnifié. C'est ça. Sans couper le président, vous savez que dans ces médias-là, il y a des éléments sur lesquels ils ne discutent jamais. C'est-à-dire qu'il y a des points sur lesquels, quel que soit l'angle de traitement, quelle que soit la coloration de médias, il y a des choses qui ne remettent pas en cause. Donc, comment vous voulez que nous, c'est pour ça que je dis à nos médias, on peut faire de l'information, mais il faut qu'on n'oublie pas que c'est notre pays à nous. Et qu'au-delà de tout, c'est cet espace-là que nous allons conserver. Eux, ils veulent regarder dans la sous-région, il y a eu 4 ou 5 élections, les gens se sont tapés dessus. Il faut qu'on se tape dessus au Burkina. Non, si on ne se tape pas, c'est une élection morose. Il y a quelqu'un qui s'est fait tirer dessus parce qu'il n'a pas respecté les sommations de la gendarmerie. Ce qui a été dit, c'est quand même énorme. Oui, et vous voyez ce qui se dit après. C'est-à-dire qu'on prend une situation qui peut intervenir à tout moment dans un pays, dans une situation sécuritaire comme celle-là, et on lit ça aux élections. Bon, imaginez le Burkinabé qui vit aux États-Unis, qui n'a pas d'autres moyens d'information, mais il dit, ah c'est grave chez moi, il y a quelque chose qui se passe. Non, je crois qu'il... Et même chez eux, on a vu ce qui s'est passé dans un pays que tout le monde connaît, avec la fronde sociale. Comme à un moment donné, ils ont décidé de faire le blackout, parce que ça mettait en cause le vécu économique de leur pays. Ils ont décidé de ne plus traiter. À notre niveau pour rattraper ce genre de choses. C'est à nous de le faire. Vous savez, il y a cette anecdote que le ministre Aboul Karim Sangou et moi, on aimerait bien rencontrer. Il y a des opérateurs étrangers qui viennent au Burkina et qui veulent discuter avec nous. Et pour eux, on tire au Burkina. Et quand ils viennent à Ouagadougou, ils disent, mais c'est pas possible. Mais parce que lorsqu'ils lancent les recherches, quand ils voient ce dont on parle du Burkina, c'est pas l'AFP. C'est nous-mêmes burkinabés qui parlons d'abord de qu'est-ce qui ne va pas. On ne met jamais le doigt sur ce qui a marché. C'est vrai que ça ne fait pas vendre. Mais à un moment donné, on regarde. Et même, c'est une question, il y a un terme très propre aux journalistes, c'est la responsabilité sociale. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je pense que c'est une question qui est importante. Et c'est ce qui nous ramène à ce sujet des réseaux sociaux. La question des réseaux sociaux, Monsieur le Président. On a Mounira Kéré qui est en ligne de Bobo Dioulasso. Mounira, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'ambiance et ce que vous avez pu vivre en cette journée électorale?
Voilà, Fousseni, il faut dire que le scrutin s'est déroulé sans incident majeur ici à Bobo-Dioulasso. La participation était timide dans les premières heures et les différents bureaux de vote ont été confrontés à une difficulté. Il y avait principalement une insuffisance en matériel électoral, insuffisance de bulletins de vote dans certains bureaux, insuffisance de PV et de fiches d'enregistrement dans l'autre, mais tout est rentré dans l'ordre dans l'après-midi. Selon les responsables CEPI, ceci et cela que nous avons rencontrés, puisqu'une dotation supplémentaire a été effectuée, dotation qui a permis aux différents bureaux de vote de poursuivre sereinement le scrutin. Il faut noter également qu'il y avait une grande affluence dans l'après-midi ici à Bobo-Dioulasso et la particularité c'est que dans les files d'attente il y avait une grande majorité de jeunes qui n'ont pas manqué de traduire leur fierté à voter aujourd'hui. On vous retrouvera tout au long de cette nuit électorale. Merci à vous du côté de Bobo-Dioulasso. Alors, Monsieur le Président, sur l'aspect réseaux sociaux présentement, Ruth l'a dit, c'est comme s'il y a des difficultés à pouvoir réguler ces médias. Ça, c'est dans tous les pays. Et nous sommes, je salue d'ailleurs mes homologues des pays membres de l'UEMOA, les six présidents d'institutions de régulation des médias qui sont là à nos côtés à cette période. C'est un débat que nous voulons et une réflexion que nous allons mener à un niveau sous-régional. Parce que la législation en matière de réseaux sociaux pêche encore de par son absence dans tous ces pays et dont le Burkina Faso. Ce qui fait que les régulateurs, le champ des réseaux sociaux ne rentre pas dans la compétence des régulateurs. Et nous travaillons tous au niveau des réseaux sociaux avec la justice. Très souvent, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et qui porte atteinte à la cohésion sociale, nous suivons cela et nous passons la main à la justice au procureur. C'est ainsi que le procureur a su engager certaines poursuites contre des individus. Deuxièmement, il faut dire aussi qu'en cette période électorale, grâce à la formation que nous avons menée avec l'association burkinabé des blogueurs, et qui était aussi signataire du pacte de bonne conduite, nous avons remarqué quand même que même dans les réseaux sociaux, pour cette élection, l'attention était quand même assez maîtrisée. Je pense que les activistes ont eu une activité avant ces élections où les activistes de tous les différents partis politiques ils ont tenu une rencontre. Ça a permis d'apaiser aussi, je pense. On n'a pas eu trop de débordements dans les réseaux sociaux. Maintenant, c'est la question actuelle qui est vraiment importante, même pour les réseaux sociaux, à savoir la gestion de la publication des résultats. C'est pour ça que nous disons qu'il faut au moins que les médias traditionnels, ou c'est vous des journalistes professionnels, vous ne pouvez pas vous mettre en concurrence avec les journalistes sans salaire, ça veut dire ceux qui jouent votre rôle dans les réseaux sociaux, qui, comme on le dit, veulent se donner de la visibilité. Vous savez que le virtuel, c'est comme ça, le problème du virtuel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation où beaucoup de gens pensent qu'ils sont populaires, vont à des compétitions électorales, mais ils oublient que Facebook n'est pas une circonscription électorale. Est-ce que vous ne reconnaissez pas cette popularité, vu que déjà ils sont invités à des formations pour être mieux encadrés? C'est à quelque part une certaine reconnaissance. Non. J'allais dire oui et non. Oui, dans la mesure où c'est toujours maintenant que la parole est libérée, et c'est la même chose que pour les émissions d'expression directe. Vous avez vu que nous avons mené énormément de formations à l'endroit des animateurs, qui ne sont pas tous des journalistes professionnels. Et le fait que ces animateurs ont su maîtriser ces émissions, ça a évité beaucoup de dérives. Vous avez vu que même pendant la campagne, les 21 jours de campagne, même dans les émissions interactives, nous n'avons pas eu de dérives. Et ça, c'est parce qu'il y a eu des formations. Les activistes, c'est la même chose. Mais quand quelqu'un a 100 ou 200 likes, il se dit important. Permettez-lui de se dire important. Maintenant, si à partir de là, il pense que s'il va aux élections, il peut être élu, mais permettez-lui d'aller se confronter à la réalité qui est très différente du virtuel. Maintenant, ça pose énormément de problèmes parce que très souvent les gens se basent. Parce que j'aime me rappeler que nous avons un comportement, l'élite a un comportement majoritaire d'une minorité.
Nous sommes une élite minoritaire à comportement majoritaire. Le taux de pénétration d'Internet au Burkina n'est même pas de 20%. Les utilisateurs des réseaux sociaux ne sont même pas 200 000 au Burkina Faso, pour une population de 16 millions d'habitants. Mais tout se décide maintenant à partir de là. Donc, ce qui est fait que, si vous vous basez sur les réseaux sociaux, sur Internet, et vous voulez apprécier l'ensemble, l'opinion de l'ensemble des Burkinabés, vous passez forcément à côté de la plaque. Et c'est ça qui fait que la gestion de l'après-élection devient compliquée. Parce que les gens se basent sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux pour dire tel parti ou tel autre ne peut rien parce que. Et ça, c'est vraiment le jour et la nuit entre ce qui se dit sur les réseaux sociaux et les réalités des populations. Parce que les populations, c'est nous l'élite. Quand vous et moi, quand nous nous réveillons, avant de lire le Coran ou la Bible, on regarde d'abord ce qui est dit sur Facebook. Mais le paysan qui est au village, lui, c'est pas ça qui le préoccupe. Quand il se lève, il va à sa prière d'abord. Facebook, les réseaux sociaux, c'est une affaire des citadins. Des citadins et des choses, c'est ça. Là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'on reste très citadin. Et là où je suis moins d'accord avec lui, c'est que ça impacte quand même énormément notre environnement. Bien sûr, en fait, c'est un effet un peu comme au niveau de la presse écrite. Une personne paye le journal, il y a 20 personnes qui lisent. Une information est donnée sur Facebook, il y a 20 personnes qui ne comprennent pas qui la relaient. D'où l'importance de ce qu'il dit, à faire attention justement. Mais on ne peut pas empêcher ça parce que c'est un enjeu. Il a dit c'est un espace privé qui est régulé aujourd'hui par uniquement le juge. Il faut trouver des solutions. Je voudrais saluer quand même l'initiative qui a été mise en œuvre à la fois par Madame la ministre en charge de l'économie numérique, Madame Adja Ouattara, et le service d'information du gouvernement, qui ont fait aujourd'hui qu'un certain nombre de publications sont régulées par Facebook de fait. Aujourd'hui, il y a un travail qui a été mis en œuvre pendant quasiment une année entre le ministère en charge de l'économie numérique, le service d'information du gouvernement, pour que justement, il n'y ait pas une communication fausse aujourd'hui au niveau de Facebook. Après, les individus peuvent continuer à poster ce qu'ils veulent, mais vous voyez aujourd'hui que même quand un acteur politique fait quelque chose, il a dû remplir une fiche précise au niveau de Facebook, assez longue, et c'est marqué que c'est sponsorisé, il a payé pour faire ça. Donc il y a un aspect qui est important sur ça, mais je crois qu'il nous faut travailler à ce que ça soit un peu moins polémique. Mais je crois que cette année, quand même, là-dessus, il faut féliciter les différentes personnes. Il y a des critiques qui sont faites, elles portent sur des contenus, elles portent sur le vécu d'un certain nombre de réalisations, etc. Mais sur des questions d'atteinte à la vie privée, des questions de remise en cause de l'intégrité morale des personnes, etc. Je pense que les réseaux ont été quand même assez corrects là-dessus. Après, les activistes ont le droit de dire un certain nombre de choses et c'est pour ça que ces réseaux-là existent. On va du côté du Nord où Amadou Marcel To est en ligne de Waïguya. Marcel To, bonsoir. Parlez-nous un peu des difficultés de cette journée électorale, mais également peut-être du dépouillement qui a déjà commencé dans cette partie du Burkina. Effectivement, les bureaux de vote se sont fermés progressivement aux environs de 18 heures. Nous avons participé à quelques dépouillements dans quelques bureaux de vote. À ce niveau, aucun incident majeur n'est à signaler, si ce n'est que le mécontentement de certains électeurs qui n'ont pas pu effectuer le vote. Ici même au secteur numéro 2 de Waïguya, on a trouvé une vieille de 73 ans en larmes parce qu'elle n'a pas pu effectuer le vote aujourd'hui à cause du matériel incomplet au niveau des bureaux de vote. De ce pas, quand nous avons quitté les bureaux de vote, nous sommes allés au niveau de la CECI. À ce niveau, on n'a rien à mettre sous la dent. On attend toujours les résultats des bureaux de vote. Alors donc, merci. On vous retrouvera tout au long de cette journée pour le point du côté de Waïguya et dans la région du Nord, Ruth Ouattara. On va aller du côté de Dori. On va essayer de joindre Lazare Sanou. Bonsoir Lazare. Lazare Sanou, est-ce que vous nous recevez? Ben, visiblement, je n'ai pas de chance avec le correspondant. Lazare Sanou, est-ce que vous nous entendez? D'accord, on va revenir au débat sur le plateau Fousseni Kindo. Tout à fait. Les deux invités ont d'autres agendas et certainement qu'on ne va pas les retenir un peu tôt. Encore longtemps. On commence par vous, Monsieur le ministre. Certainement que cette nuit va être consacrée au dépouillement
Et dans le courant de la journée du 23, certaines choses seront précisées. Et c'est la même question pour les deux. Comme vous l'avez dit, la prudence, également la vigilance par rapport à ce qui va être dit sur les médias. Moi, je fais, comme diraient les militaires, la tournée des popotes. J'essaie d'aller dans les différents organes de presse pour féliciter les médias qui ont fait un travail superbe durant cette campagne, cette pré-campagne et dans la couverture de ces élections-là. Et puis également leur rappeler que, comme dirait quelqu'un, c'est maintenant que tout commence. Pour ce qui est du calendrier de la mise en œuvre des résultats, je pense que ça, nous n'allons pas nous aventurer là-dessus, c'est du ressort de la CENI. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il faut aujourd'hui insister sur le fait que dans le cas de la publication des résultats, il faut s'en tenir à ce que la CENI va donner et puis après également faire attention, à mon humble avis, à tout ce qui peut être risque de dérapage en termes notamment de vie ensemble, cohésion sociale, etc. Ça n'empêche pas que, comme vous dites depuis longtemps, s'il y a des problèmes, on dit qu'il y a des problèmes. En fait, on ne dit pas aux gens de ne pas dire qu'il y a des problèmes. On dit simplement de le faire avec professionnalisme, en gardant à l'esprit que nous avons quand même réussi quelque chose de beau. C'est la tenue de ces élections dans ce contexte-là. Vous savez, tout le monde disait ça ne va pas marcher au Burkina. Et ça marche. On est en train de réussir ça. On croise les doigts et on espère justement que notre participation de chacun permette justement qu'au soir de la proclamation des résultats, après tout le recours contentieux qu'il peut avoir, nous soyons fiers d'avoir participé à ces élections couplées du 22 novembre 2020. Oui, Monsieur le Président Tankouanou. Je vais dire que j'ai été de par le passé conseiller juridique de la commission électorale nationale indépendante. Ensuite, j'ai été commissaire à la CENI au titre des organisations des droits humains. Ce soir, j'ai une profonde pensée pour cette commission électorale. Et il y a quelques mois, des acteurs politiques demandaient encore le report des élections. Donc ça veut dire que c'est un défi national pour tout le monde. Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui par rapport à la journée électorale, il faut savoir raison garder aussi. Et dire que c'était un défi énorme, défi sécuritaire, défi sanitaire, et donc l'environnement ne peut pas être comme si c'était une élection dans un pays paisible. Ça, il faut l'admettre. Et déjà féliciter les organisateurs pour avoir réussi au moins ça. Maintenant, les difficultés rencontrées, pensons aux solutions, voyons quel est l'impact au niveau donc des résultats, quel est l'impact sur la sincérité et la crédibilité du scrutin, et nous tirons les leçons pour avancer. C'est ça qui est plus important pour le tirer. Et donc je tenais vraiment à dire qu'il faut que les Burkinabés apprennent aussi à toujours apprécier un tant soit peu les efforts que les autres ont consentis. Et ça, c'est important. Enfin, pour vous renouveler, presse publique comme presse privée, et toute ma satisfaction et mon admiration, et vous appeler à continuer à apaiser. Je vais vous dire que la période qui reste, à savoir la gestion de la proclamation des résultats, vous êtes encore un maillon essentiel. Et tout le pays vous regarde, j'allais dire, parce que vous jouez sur l'opinion aussi. Et j'espère bien, par la grâce de Dieu, que nous allons vraiment terminer ce que nous avons bien commencé. Merci à vous, Monsieur Tankouanou. Merci à vous également, Monsieur le ministre. Voilà, donc, on va essayer de joindre à nouveau Lazare Sanou depuis Dori. Lazare, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme point de la journée électorale du côté de Dori? Du côté de Dori, la campagne, la journée s'est bien passée. Les bureaux de vote ont ouvert à 6 heures pour ce qui est de la majorité de façon générale. Mais actuellement, nous sommes au centre de compilation pour les bulletins et les bureaux de vote. Pour ce qui est de Dori, on retient que c'est à 21h20 que le premier bureau de vote, c'est-à-dire de Yirga, est arrivé au centre de compilation. Pour la circonstance, comme je le disais, c'est le conseil régional qui a été retenu qui fait office de centre de compilation des résultats pour les élections présidentielles et législatives de 2020. On peut également dire que pour la commune de Dori, on retient que 58 609 votants étaient inscrits dans 165 bureaux de vote.
Le fait marquant ici également à Dori, dans la région de Sahel, précisément à Dori, il faut retenir que 38 bureaux de vote n'ont pas ouvert pour des raisons sécuritaires. On retient également avec le président de la CECI, Alphonse Ouedraogo, qu'un bureau de vote n'a pas ouvert également pour des raisons techniques. Comme vous le savez, ici à Dori, 13 partis politiques sont en lice pour le fauteuil présidentiel et 27 partis ont rivalisé pour les 2 postes de députés pour ce qui est de la province du Sénat. C'est ce qu'on peut déjà retenir. Il y a le deuxième bureau de vote qui vient d'arriver ici, au centre de compilation. Comme je le disais, c'est au Conseil régional du Sahel qui fait office de centre de compilation pour ce qui est de tout ce qui va consulter pour les élections, les résultats pour les présidentielles et les législatives 2020. Et donc Lazare, pour l'instant, pas d'informations sur le début des dépouillements et le reste. Non, pas de choses. Comme je le dis, il n'y a pas d'abord d'informations. Ce sont carrément 2 bureaux de vote qui viennent d'arriver, comme je le disais. Actuellement, on ne peut pas déjà dire quelque chose par rapport aux résultats qui vont en sortir. Merci à vous Lazare Sanou. Je rappelle que vous étiez à Dori, dans le Sahel du Burkina, et vous étiez en train de nous parler du déroulement de cette journée électorale dans cette partie du Burkina. On vous retrouvera tout au long de cette nuit électorale pour d'autres échos du côté de la région du Sahel. Ruth, voilà, on va essayer de poursuivre avec nos prochains invités. Nous aurons sur ce plateau la CODEL, Fousseni Kindo. Tout à fait, avec notre ami Daniel Dayen. Nous aurons également la Sensat. Et avec nous également des observateurs ou un observateur de la CEDEAO et le Conseil supérieur de la communication du Mali, comme le disait tout à l'heure le président Tankwano. Ils sont tous là au Burkina à la faveur donc des élections présidentielles et législatives. Ils vont nous apporter en tout cas leur contribution, ce qu'ils ont comme regard, ce qu'ils ont posé comme regard sur le déroulement de tout le processus, et ils nous rejoignent sur ce plateau, comme vous avez pu le voir dans les images qui ont précédé. Voilà donc. Bonsoir messieurs, installez-vous. Oui. Merci. Merci de nous rejoindre. Installez-vous. Alors Ruth, certainement une première question à notre ami Daniel Dayen de la CODEL, qui a même publié ce soir un communiqué sur le déroulement de ce double scrutin et de cette journée électorale. Bonsoir Monsieur Dayen. Bonsoir. Vous êtes le représentant de la CODEL. La CODEL, c'est la coalition des organisations démocratiques pour l'observation domestique des élections au Burkina Faso. Et vous avez fait un travail titanesque d'observance du scrutin, double scrutin sur le territoire burkinabé. Vous avez sorti un communiqué qui donne avec beaucoup de précision comment les choses se sont passées. Et pour vous, ça n'a pas été assez facile. Merci Kindo, ça n'a pas du tout été facile. Excusez-moi, j'ai perdu la voix. Voilà. Ça n'a pas du tout été facile. Nous avons dû déployer 3800 observateurs, dont 500 chargés du monitoring des violences électorales, 200 autres qui étaient chargés, je dirais, de renseigner un peu la situation room sur les cas constatés et les réponses à donner. Et nous avions également une vingtaine de journalistes et de communicateurs qui devaient analyser les fake news, ce que nous avons appelé opération fumée sans feu. Il faut dire que ça n'a pas été facile, mais je crois qu'avec tous ces déploiements et les informations qui venaient en temps réel, nous étions à même, et nous rappelons toujours que les observateurs sont maison, ils sont à Bati, ils sont à Tinakov, ils sont à Falangoutou, ils sont à Bati, je ne sais pas où encore, et c'est sur place, ils se connaissent, à Nyoro, Bomblora, si vous voulez bien, et ils voient tout ce qui se passe et ils nous ramènent l'information au quartier général qui est basé à l'hôtel Splendide. D'accord. Et déjà au niveau de la CODEL, qu'est-ce que vous faites comme appréciation générale sur le déroulement du scrutin? Il faut dire que quelques situations ont été constatées, mais c'est du domaine un peu de l'organisationnel. On ne peut pas être à 100%. Et par exemple, 90% étaient ouverts avant 6h15.
À 7 heures, déjà, les 100% des bureaux de vote étaient presque ouverts. Mais il y avait quand même quelques dysfonctionnements, du matériel qui était arrivé en retard. Et nous chargeons, lorsque nos observateurs avaient connaissance de ces éléments, de les ramener au point focal provincial qui les ramène au président de la CEPI. Et je crois que les solutions sont trouvées en même temps. Nous n'attendons pas à la fin pour faire une déclaration sur ces irrégularités, pas irrégularités, sur ces manquements. La solution est trouvée sur place. Il y a des bulletins de vote qui se retrouvent ailleurs, d'autres n'ont pas assez de bulletins présidentiels, d'autres n'en ont même pas en administrative. Et nous nous chargeons, dès que cela est constaté, de le transmettre à qui des droits. Voilà comment nous fonctionnons. Oui, on a notre ami du Mali également avec nous, M. Touré. Bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous parler quand même de votre travail sur le terrain pour cette journée électorale. Certainement que vous avez pu sillonner des bureaux de vote à l'intérieur de la capitale burkinabé et peut-être à l'extérieur. Parlez-nous un peu de votre journée d'observation. Je vous remercie. Je voudrais d'abord préciser les choses. Je suis le président de la haute autorité de la communication du Mali, donc l'homologue de M. Tankwano. Mais je suis le président de la plateforme des institutions de régulation de l'espace UEMOA. Donc, notre observation de ce scrutin, comme vous le dites, ça n'a pas concerné l'observation du déroulement du scrutin dans le bureau de vote. Notre mission, c'est la régulation des médias, c'est-à-dire la supervision de la couverture médiatique du processus électoral, pas l'observation électorale classique, qui veut qu'on vérifie comment le scrutin est préparé par la Commission électorale nationale indépendante. J'en parle parce que j'ai été président de la Commission électorale nationale indépendante du Mali il y a 13 ans. Donc notre mission, ce n'est pas l'observation électorale classique. Ça facilitera d'ailleurs les choses, vu que vous avez un regard plus profond de tout le processus au Burkina. Sur tout le processus. Mais notre mission exacte cette fois-ci, c'est la supervision de la couverture médiatique. Et c'est là, je vais vous en parler, qui s'est très bien déroulé. Ce n'est pas parce que je suis sur votre plateau que je vous jette des fleurs. Je suis un régulateur. Si quelque chose n'a pas marché, on vous le dit. Mais je le dis au nom de la plateforme que la couverture médiatique de ce processus s'est très bien passée. Du début jusqu'à la seconde où je vous parle. Et puisqu'on parle de processus, le processus électoral, c'est ce qui se passe avant, ce qui se passe pendant et ce qui se passe après les élections. Je pense que tout se passera bien aussi à partir de demain. Parce que les événements post-électoraux sont plus importants à mon sens que ce qui s'est déjà passé. Parce que ce qui s'est déjà passé, c'est passé. On a tous apprécié que tout va bien. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? La réaction face aux résultats ou aux premières tendances. La couverture de ces événements aussi est très importante par les médias. Je n'ai pas de doute que les médias qui ont fait preuve de professionnalisme et de responsabilité depuis le début du processus ne vont pas continuer dans ce sens-là. Je suis sûr que tout se passera bien. Mais votre question qui se rapporte au déroulement du processus, je pense que ce matin, nous sommes allés à la plateforme, je vais l'appeler ainsi, de l'observation citoyenne des élections, qui est assurée par le CODEL. Je pense que je suis dans les termes qu'il faut. Ensuite, l'autre plateforme, c'est WANEP, c'est bien ça, qui ont fait un travail remarquable. À partir de ce travail-là, que j'ai eu à observer et à analyser dans les trois chambres, la chambre administrative, la chambre technique et la chambre de décision. Dans les deux centres, je peux dire qu'ils ont fait un travail remarquable qui nous a permis de comprendre ce qu'ils viennent de dire, et je le confirme, qu'à l'heure où nous sommes passés, il n'y avait que des difficultés mineures, que moi je n'appellerais même pas incidents, qui sont de nature à impacter sur le déroulement du processus. Voilà un peu la réponse que je peux donner à votre première question. D'accord. On a également d'autres observateurs avec nous sur ce plateau. Vous avez également été sur le terrain
dans la capitale et certainement hors de la capitale, vous avez pu observer un certain nombre de faits. Rapportez-nous. Il faut d'abord, pour nous, saluer la maturité du peuple burkinabé. Vous savez, les élections ici étaient considérées pour certains comme des élections à risque. Vous êtes sans ignorer que cette année 2020, en Afrique de l'Ouest, il y a eu d'autres élections, en dehors de cette élection que nous avons vécue aujourd'hui. Et jusqu'au jour du scrutin, on a quand même dénombré quelques morts pour ces pays qui ont connu ces élections. Mais vous savez, si nous sommes à cette heure, à ce débat, cela voudrait dire que la journée du 22 est derrière nous. Nous sommes en train de parler de dépouillement. Ça veut dire que de manière disciplinée, le peuple burkinabé s'est rendu aux urnes et que les choses se sont généralement bien passées. Et nous attendons donc de voir les résultats qui vont sortir des urnes. Donc pour nous, dans l'ensemble, nous voulons dire merci à la presse, merci également au gouvernement et à la commission électorale qui a mieux organisé cette élection. Nous retenons que les élections au Burkina, en tout cas pour ce qui est de ce que nous avons observé, les choses se passent comme prévu. Pour nous qui souhaitons que les élections se déroulent dans les meilleures conditions. C'est également le même sentiment pour votre voisin. Oui. D'abord une précision. Moi je m'appelle Ndaïsé Domitien et je représente ici l'Organisation internationale de la francophonie. Et si nous sommes venus ici, c'est sous forme d'une délégation qui a une mission bien précise, qui n'est pas celle des observateurs classiques, mais il s'agit d'une mission d'abord d'information et puis de contact à l'occasion de ces élections-ci, attendu que le Burkina Faso est un pays membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette organisation, en fait, commence son travail non pas aujourd'hui, mais elle a commencé son travail avant même les élections en soi, étant donné que dans cette poursuite des activités de ces relations avec les pays membres, l'OIF se doit de voir si les différents pays organisent les élections selon la déclaration de Bamako et profite en fait des expériences qui se passent ailleurs, notamment ici au Burkina Faso, pour les partager avec les autres pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc c'est en cette qualité qu'on est ici. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs, avant même ces élections, après avoir pris contact avec les acteurs politiques et civils de ce pays, l'Organisation internationale de la francophonie a participé au renforcement des capacités des acteurs ou des institutions qui préparent ces élections. Et là, je veux parler nommément de la Commission électorale nationale indépendante, du Conseil supérieur de la communication et même du renforcement des femmes dans la participation à ces élections. Ce travail a été fait avant. Et tout cela, c'était pour une préparation conséquente du bon déroulement de ces élections. Donc, nous sommes ici, en fait, pour voir, en nous appuyant beaucoup plus sur les résultats des organisations comme la CODER, qui a toute une flopée de gens qui passent à travers tout le pays, bien sûr avec un esprit critique, et pour voir si réellement le déroulement se fait bien. Donc, si vous voulez que je passe directement à la question que vous avez posée, nous avons effectivement une appréciation très positive. Très positive d'abord, avant même que les élections n'aient lieu, nous avons assisté à une campagne qui a été sereine. Nous avons assisté à une tolérance tout à fait exceptionnelle qu'on ne connaît pas beaucoup dans d'autres pays d'Afrique. Et nous avons beaucoup apprécié les échanges qui ont eu lieu avant
et qui ont fait que les acteurs politiques et de la société civile ont pu se mettre d'accord sur la manière dont ils doivent se comporter et de cette tolérance qui doit caractériser les différents acteurs politiques pendant cette campagne, ce qui fait que nous arrivons à cette période des élections avec ce que mes amis viennent de dire, une campagne qui s'est passée bien et des élections qui se sont passées, bien sûr, avec à gauche, à droite, quelques problèmes, mais qui ne peuvent pas remettre en cause le processus. Donc, je crois que de notre point de vue, le peuple burkinabé doit être fier de ses politiciens et de lui-même, et que nous ne pouvons que l'encourager d'aller vers l'avant. Peut-être on reviendra à d'autres appréciations plus tard. Alors, et nous avons constaté ça où nous avons été. D'accord. Alors, on va essayer de joindre Isiaka du côté de Dédougou, s'il est déjà positionné, avant de revenir au débat sur le plateau. Bonsoir Isiaka. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme point de la journée électorale à Dédougou? Il faut dire que tout s'est bien déroulé ici à Dédougou. Présentement, les différents bureaux sont dans la phase de dépouillement. Nous étions à Tchériva, à quelques 35 km de Dédougou, où on a pu assister à quelques dépouillements dans 2 bureaux de vote, notamment à Tcheka et à Tchériva, ville, même Tchériva commune. Et les tendances qui se dégagent, il faut dire que le candidat du MPP, c'est-à-dire le président Sotarok Christian Kaboré, dans le bureau numéro 1 que nous avons visité à Tchériva, sur un nombre de 77 votants, le président Christian Kaboré obtient 47 voix. Et à Tseka aussi, un autre village de la commune, sur un total de 234 votants, Rochma Christian Kaboré obtient 191 voix, suivi du professeur Abdoulaye Souman qui obtient 7, Zéphirin Diabré 5 et Ablassé Ouedrago 4 voix. Actuellement, nous sommes au niveau de la commission électorale provinciale indépendante de Dédougou, où les urnes sont en train de venir au compte-gouttes. On attend toujours avant donc la compilation de tous les résultats. Voilà ce qu'on peut dire donc de cette nuit au niveau de Dédougou. D'accord. Alors, merci Isiaka. On reviendra à vous en cours d'édition. Okay, merci bien. Merci. Alors, on va s'intéresser à notre ami de la CODEL, M. Dayen. Vous voyez déjà les premières tendances avec le dépouillement du côté de Tchériba et de Tcheka. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire déjà? Dans la sérénité, je crois que la société civile observe, c'est le citoyen. Les informations, le vote s'est déroulé dans de très bonnes conditions, avec, comme je dis pas dans de très bonnes conditions, parce qu'il y a eu quelques, vous m'avez parlé d'une femme qui a pleuré, il y a eu quelques difficultés qui demandent à être corrigées du reste. Je pense que le président de la CENI avisera et il prendra les dispositions qu'il faille, parce que c'est un moment où on ne peut pas tâtonner, on ne peut pas dire qu'on est arrivé sans bulletin. Mais quand même, les gens ont voté. Je pense que nous n'avons pas de commentaires. La CODEL ne fait pas de commentaires sur les résultats ou les tendances. Parce que il faut d'ailleurs éviter cela. Ce système de donner partiellement ces gens... Mais on l'a vu quand même dans votre communiqué de ce soir, vous avez insisté sur l'acceptation de ce qui va sortir de ces urnes, ce qui veut dire que vous êtes pour des élections vraiment apaisées et une acceptation commune. Voilà un peu notre rôle. Je peux même vous dire que dans 2 heures, nous pouvons avoir des tendances comme celles qui se sont avérées. Parce qu'avec nos observateurs qui ont les smartphones et tous ceux qui sont dans les bureaux de vote, tout revient avec photocopie, des PV et tout. Mais nous n'avons pas le droit de commenter. Et cette façon de faire, d'annoncer un à un, quelqu'un qui est devant, l'autre qui est derrière, etc., bon, ça peut conditionner quelque chose. Mais je le dis, c'est peut-être la transparence qui le donne aussi. Donc il faut trouver un moment donné pour donner un grand lot plutôt que des petits coupérés. Vous avez des journalistes sur le terrain, monsieur Daniel. Vous avez des journalistes sur le terrain et qui font leur travail. Et non, je ne l'avais pas dit parce que nous sommes ensemble. Il y a l'un qui lève le lièvre et l'autre poursuit et il appartient à qui des droits de l'abattre. Nous sommes complémentaires. Seulement, nous la CODEL, nous pas faire de commentaires ni de prononcer des tendances à l'heure actuelle. Mais nous avons des éléments. Lorsque les résultats seront donnés, nous allons demain, à partir plutôt le mardi
24, je crois que c'est ça. Le Mali 24 nous fera une conférence de presse qui sera plus claire. Là, vous pourrez entendre en ce moment, à partir de tout ce que nous avons reçu, vous pourrez entendre des choses moi, je voudrais plus savoir, importantes. au niveau de la CODEL, est-ce que vous avez eu des sentiments d'inquiétude lorsqu'il y a eu en tout cas certaines insuffisances qui ont été relevées au niveau donc notamment des partis de l'opposition qui se sont plaints de pas mal de choses? Je dirais, tout ça, ça contribue à renforcer la démocratie. Ce sont des voix qui existent et nous nous réjouissons aujourd'hui que ces partis aient utilisé ces voix. D'abord, attirer l'attention de l'opinion publique à travers une conférence de presse. Ensuite, saisir peut-être qui des droits. J'ai vu le procureur qui a fait un communiqué. Et je crois que tout ça, ça renforce la démocratie. Il y a même une permanence. Il y a une permanence 24 heures sur 24. Ça, c'est vraiment, je ne dis pas extraordinaire. Ils ont certainement l'habitude de le faire. Mais il faut retenir cela ainsi. On ne peut pas faire plus. Mais nous sommes dans une période très fragile, sensible, comme l'a dit tout à l'heure le président de la régulation du Mali. Du Mali, mais régulation, je crois, des pays de l'UEMOA et de la CEDEAO. Rien n'est fini, c'est maintenant que ça commence. Le plus dur commence dès maintenant. Et nous, nos éléments vont dormir dans les centres de compilation. Ils vont assister, ils vont témoigner. Vous voyez, nous avons un dispositif qui nous permet, lorsque une publication est faite sur Facebook, nous avons 3 questions. Quelle est la situation? Les analystes vont analyser la situation. On va appeler, on va jusqu'à toucher des hauts commissaires et des gouverneurs. Et ensuite, nous donnons la conclusion que cette information est peut-être vraie, mais incomplète. Les gens donnent des informations sans aller jusqu'au bout. Oui, nous avons vu quelqu'un en train de faire ceci, et nous nous déplaçons sur place. Nous envoyons des éléments et une sorte d'enquête. Mais nous allons jusqu'aux autorités. Exactement, elle est fake-checker. Vous pouvez regarder, et nous sommes en train de connecter avec notre Facebook pour que les gens puissent voir tous les commentaires qui sont faits sur Facebook et l'analyse qui est faite par les fake makers. Oui, Ruth, on va essayer d'aller du côté de Fadane Gourma pour voir si Ismaël Diloma Sirima est en ligne. Ismaël, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous êtes à Fadane Gourma dans l'est du Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous faire un point à cet instant précis de cette journée électorale et de l'ambiance qui règne en ce moment? Et au niveau du bureau 3 de l'école Saint-Benoît, par exemple, sur 306 personnes inscrites sur la liste pouvant voter dans ce bureau, seules 50 personnes ont exécuté leurs droits civiques, soit en moyenne 17% de participation pour ce bureau numéro 3 de l'école Saint-Benoît. Et dans le même bureau numéro 1, dans le bureau numéro 1 de l'école toujours Saint-Benoît, 262 personnes sont inscrites sur ce fichier et seulement 80 personnes ont voté, soit moins de 31% de suffrages exprimés dans ce bureau. Et si on ajoute à cela le fait qu'il y a 144 bureaux de vote dans le Gourma qui n'ont pas pu ouvrir leurs portes, cela pourrait considérablement impacter les résultats et le taux de participation, disons, dans cette province. Alors, Ismaël Diloma Sirima, Fada, dans l'Est, c'est une zone assez sensible sécuritairement parlant. Est-ce qu'il y a eu des incidents majeurs que vous avez observés? Et à propos de cette participation qui serait considérée comme faible par certains observateurs, il faut retenir que ce serait un peu hasardeux de notre part de vouloir situer les causes réelles, mais l'écho qui nous revient est que beaucoup sont déçus un peu de la classe politique et de leur programme de société qu'ils jugent rempli de démagogie. Ceci pouvant expliquer cela, je répète, les causes profondes sont à rechercher. Voilà, merci à vous Ismaël Diloma Sirima. Je rappelle que vous étiez du côté de Fadane Gourma et non de Waiguya, même si Waiguya gère Fadane Gourma. Merci, on va vous retrouver tout au long de cette nuit pour d'autres échos-routes Biniwatara. D'accord, merci donc à Ismaël Diloma Sirima. On va essayer d'aller du côté de Gawa avec Bienvenue Tansa. Si Bienvenue est en ligne, bonsoir. Bienvenue Tansa, est-ce que vous êtes en ligne?
Alors, on revient au débat sur le plateau et je vais juste poser une question à M. Da de la CODEL, puisque vous avez des observateurs sur le terrain et puis vous avez la possibilité en tout cas d'avoir les réponses réelles par rapport à ce qui est signalé comme alerte. Alors, il a été fait cas de bureaux de vote qui n'ont pas ouvert du côté de Tangaï, à 15 km de Waiguya. Est-ce que c'est exact ou alors est-ce que la situation est rentrée dans l'ordre en cours de journée? Oui, je crois que les bureaux qui n'ont pas ouvert, la situation est rentrée dans l'ordre. Peut-être un peu tard. Est-ce que tout le monde a pu voter? Je n'ai pas pu avoir cette précision avant. Mais il faut dire aussi qu'il y a un grand nombre de bureaux de vote. Vous venez de faire l'analyse tout à l'heure. Il parle de 144 bureaux de vote. Autour de 16h, 17h, nous étions à 224 bureaux dans la Tapoa. Sur 335 bureaux. Effectivement, le taux de participation risque d'échouer. Quelles sont les raisons? Les zones de sécurité, il faut les prendre quand même avec des pincettes. C'est déjà un grand courage que de le faire. C'est exactement comme le conseil qu'a donné le chef d'état-major. Il a déconseillé d'aller voter à Tinakov, par exemple. Il a déconseillé, il n'a pas interdit. Nos analystes sont allés voir la situation. Ils ne se sont pas déplacés sur place. On a un élément sur place et plus le commissaire, le gouverneur, qui tenait du reste à aller sur le terrain, etc. Mais ce n'était pas... Ce sont des zones vraiment à risque. Vraiment à risque. Parce qu'à risque d'abord pour ceux qui vont voter. C'est très important parce qu'ils se connaissent là-bas. Voilà des situations. Donc il y a effectivement beaucoup de bureaux qui n'ont pas ouvert pour des raisons sécuritaires. Ou peut-être même, c'est un peu un essai de survie de chacun. Est-ce qu'aller voter, se faire voir, etc. Mais il faut dire aussi que certains bureaux n'ont pas pu fonctionner très bien. Je crois que c'est dû au fait que le matériel est arrivé très tard. Et ça a découragé aussi des électeurs qui sont repartis. Vous savez, dans notre pays, lorsque les gens se déplacent pour ces situations, ils ne reviennent plus. On parle de matériel qui était incomplet parfois à certains endroits. Oui, je crois que le président du Conseil national de la jeunesse a attiré l'attention par un communiqué que de telles situations ne devraient pas arriver. Peut-être qu'il faut revoir un peu la mouture. Est-ce qu'il faille franchement prendre samedi pour faire tout ce travail? Ou déjà, depuis jeudi, on pouvait commencer déjà à faire les plis, à les déposer sous le contrôle des forces de défense de la sécurité. C'est une proposition que nous sommes en train de faire. Il ne faut pas attendre le jour J, pas le jour J-1 pour pouvoir tout déballer. Le matériel arrivé tardivement, comme ça a été le cas à Komiyanga dans le Koulpelgo, par voie aérienne un peu avant 15h30. Exactement. Voilà un peu les gros moyens qui ont été utilisés et qui auraient pu également être utilisés pour les 45 provinces. Pourquoi pas? D'accord. Alors on va retrouver Bienvenue Tonsa depuis Gawa. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point de cette journée au niveau donc du sud-ouest, à Gawa précisément? Alors, le traitement a commencé ici depuis 1h30 comme ça, au centre de compilation communale des résultats de Gawa. Pour l'instant, nous avons les résultats de 9 bureaux de vote. Et dans ces résultats, Rochma Christian Kaboré en tête au niveau de la présidentielle avec près de 200 voix. Plus de 200 voix, pardon, et suivi de Zéphirin Diabré en deuxième position, Ablassé suit, Taïrou Bari se retrouve en sixième position, Do Pascal est en septième position, Edi Kombouro totalise 22 voix pour l'instant. D'accord. Alors, merci bienvenue. Nous reviendrons certainement à vous en cours de soirée. D'autres résultats beaucoup plus complets. Et donc, on va revenir à vous, monsieur Ndaï Zaïgué de l'OIF. Vous l'avez dit, l'OIF qui a accompagné l'organisation de ce scrutin à travers l'organe dirigeant qui s'occupait du bras armé de ça. Et pour vous, avec la question sécuritaire, vous vous êtes dit certainement que il faut s'engager pour que le défi soit relevé. D'abord, il faut noter que les élections, d'abord, est une affaire des Burkinabés. Donc la décision d'aller ou non aux élections n'appartient pas à l'OIF ni aux observateurs, c'est au Burkinabé. Ce que l'OIF peut faire, c'est accompagner, c'est encourager. C'est aussi, dans les limites de ses moyens, appuyer pour qu'ils puissent aller de l'avant. Maintenant, la réalité d'insécurité est une réalité nationale
qui est géré par les autorités et qui, en principe, fait partie même des débats et des exposés par les compétiteurs sur la manière de résoudre tous ces problèmes. Donc, qu'il y ait cette insécurité ne veut pas dire qu'il faut arrêter, parce qu'il faut des institutions qui puissent résoudre cette question. Je crois que cela a fait l'objet d'un débat entre les acteurs politiques et de la société civile de ce pays. Et je crois que l'ensemble des gens ont dit on doit y aller autant que faire se peut. Il y a des cadres qui peuvent apprécier la situation sur place et qui disent bon, ici on peut essayer, là on ne peut pas essayer. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est quand on apprécie, par exemple, à un certain moment que cet endroit on ne peut pas organiser, et qu'à un certain moment on dit non, il faut le faire. Là, ça pose un problème parce qu'il faut que tout le monde soit prêt à y envoyer leurs représentants pour qu'ils puissent suivre. Mais il peut aussi y avoir un certain moment où ils disent bon, il faut y aller, et au moment où il faut passer aux élections, ils estiment que la situation est extrêmement dangereuse. Et là, il y a la police, il y a toutes ces institutions qui apprécient. Et je crois que la Commission électorale nationale indépendante a un moyen de communication par rapport aux acteurs politiques pour les prévenir, les avertir des décisions qui ont été prises et des situations sur place pour que tout le monde apprécie. Et je crois que le grand avantage, c'est de communier les informations pour que tout le monde soit à l'aise et apprécie qu'il partage les problèmes quand il y en a et que quand il y a des solutions, ils puissent les partager aussi. Donc, pour ce qui me concerne, l'OIF n'a pas eu à apprécier, elle a eu à accompagner. Accompagner, voilà. Tout à fait. Merci. Oui, Ruth, on rappelle que Sébastien Zongo, qui est présentement à Tinkourgo dans le centre-est, il peut nous appeler à tout moment pour nous faire le point de cette journée électorale dans cette partie du Burkina. Ruth, on poursuit... On poursuit justement avec nos invités sur le plateau. Monsieur Touré, vous qui avez un regard transversal, en tout cas sur tout le processus, et aussi qui arrivez à établir, je le dirais, entre guillemets, une comparaison avec les processus au niveau des autres pays de l'UEMOA. Est-ce que vous pensez jusque-là que ce qui s'est passé au Burkina Faso a matière, en tout cas, à inspiration pour d'autres? C'est vrai que ce n'est pas encore fini, comme vous le dites, la fin vaut mieux encore que le commencement. Mais pour le moment, avec ce qui est déjà fait, est-ce que vous pensez, en tout cas, qu'il y a matière à s'inspirer? À ce stade du processus, déjà, je pense qu'avec le peuple burkinabé, dont je me sens partie intégrante, il y a lieu de féliciter tout le peuple burkinabé, les plus hautes autorités et toute la classe politique. Parce que compte tenu de la situation sécuritaire, sanitaire, qui ont un impact très important sur l'économie de nos pays, qui ont déjà un équilibre très fragile. Je parle du Mali, du Niger et du Burkina, qui sont frappés depuis une dizaine d'années par ce que nous connaissons. Et réussir à organiser des élections déjà est une prouesse. Et organiser des élections dans ce contexte est une prouesse. Pourquoi j'ai dit féliciter l'ensemble de la classe politique? Parce que tout le monde connaît la situation réelle du pays. Mais toute la classe politique a accepté d'y aller pour ne pas compromettre le processus démocratique. Cette démocratie qui a été acquise de haute lutte. Donc aujourd'hui, que le peuple burkinabé accepte d'aller à ces élections, c'est déjà une prouesse et je voudrais que les autorités, la classe politique, l'ensemble du peuple en soient félicités. Deuxième remarque, c'est la première fois, malgré cette situation, que la diaspora, c'est-à-dire les Maliens, les Burkinabés de l'extérieur, participent au scrutin pour élire leur président. Ce n'est jamais arrivé en 60 années d'indépendance. Mais cette fois-ci, c'est arrivé. Et dans ce contexte, donc comme on l'a dit,
Malgré tous les petits problèmes, toutes les difficultés qu'il y a, il faut éviter, comme le dirait l'autre, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qui se passe ici et qui se passe aussi dans les autres pays de l'UEMOA, il y a 3 semaines, nous étions en Côte d'Ivoire pour l'élection présidentielle. C'est la même plateforme qui a procédé à la supervision. En fin décembre, nous serons au Niger pour suivre. Pour avoir été président de commission électorale nationale indépendante, je ne suis pas de la génération de Alidou, mais de la génération de Michel Tapsoba. Je n'ai jamais eu ce complexe d'infériorité en ce qui concerne l'organisation des scrutins dans nos pays. Jamais. On peut avoir des difficultés organisationnelles parce que nous sommes, comme on le dit, ce que nous sommes. Nous ne sommes pas aussi nantis que ça, mais avec le peu de moyens que nous avons, nous parvenons quand même à organiser les scrutins. Dernière remarque, quand vous prenez le déroulement de ce scrutin, j'ai dit aujourd'hui, je suis allé dans ces plateformes d'observation citoyenne des élections, CODEL, WANEP. J'ai rencontré des personnalités aguerries dans ce domaine. Je viens de parler de Alidou Ouedraogo. J'ai rencontré Mme Konaté, ancienne ambassadrice, d'autres personnalités venues du Sénégal, du Mali et d'ailleurs. On va vous permettre de poursuivre, mais on a un envoyé spécial à Tenkodogo. Tenkodogo, c'est le centre-est du Burkina Faso. Sébastien Zongo, bonsoir. Pour cette journée électorale, qu'est-ce qu'on peut dire du côté de la région du centre-est? Kindo, bonsoir Ruth Ouattara ainsi qu'à vos invités. Pour le point de l'ouverture et de la fermeture des bureaux de vote, notons que dans la région du centre-est, nous avons 3 provinces et selon le commissaire de la CENI en charge de cette région, tout s'est globalement bien passé dans 2 provinces, notamment dans la province du Boulougou et dans la province du Kouritenga. L'ensemble des bureaux de vote ont pu ouvrir, même s'il y a eu quelquefois des retards. Cela a pu être rattrapé avec le matériel qui a manqué entre-temps. Seule difficulté, c'est dans la province du Koulpelgo, où des bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir, 12 dans la commune de Soudougui et 9 à Kominyanga. Cela fait 21 bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir dans la province du Koulpelgo. Raison évoquée, l'insécurité. Sinon, dans l'ensemble des 382 autres bureaux de vote de cette province-là, tout s'est globalement bien passé selon le commissaire de la CENI, Yamba Savadogo. Et justement, à l'heure où je vous parle, nous avons essayé d'avoir des tendances, notamment au niveau de la commission électorale communale. C'est maintenant qu'il y a un début de mouvement à ce niveau. Et cela veut dire qu'il n'y a pas quelque chose vraiment à signaler au niveau de la CECI de Tenkodogo. Et nous nous sommes rendus dans quelques bureaux de vote aux écoles centre A et B. Et nous avons quelques tendances, notamment en ce qui concerne la présidentielle. Notamment, je peux citer par exemple dans le bureau de vote numéro 4, où sur 38 suffrages exprimés, nous avons 21 voix pour Roch Kaboré, 13 voix pour Zéphirin Diabré, Edi Kombiogo arrive avec 3 voix. Et dans le bureau de vote numéro 2, 97 suffrages exprimés, Roch Kaboré arrive avec 52 voix, Zéphirin Diabré avec 35 voix, 6 pour Edi Kombiogo, 2 pour Yacouba Isaac Zida et 2 pour Tahirou Bari. Au bureau de vote numéro 5, sur 38 suffrages exprimés, 20 pour Roch Kaboré, 10 pour Zéphirin Diabré, 4 pour Edi Kombiogo et 1 voix pour chacun des 4 autres candidats qui suivent. Et donc dans le bureau numéro 6, nous avons 62 votants, 26 pour Zéphirin Diabré, 20 pour Roch Kaboré et 11 voix pour Edi Kombiogo. Fousseni Kindo, c'est quelques chiffres que nous avons à votre disposition en ce moment.
Merci à vous, Sébastien Zongo. Je rappelle que vous étiez du côté de Tenkodogo, dans la région du centre-est du Burkina. On vous retrouvera certainement au cours de cette nuit pour d'autres échos de cette journée électorale, mais également de cette nuit électorale. Ruth Ouattara. On va permettre à M. Touré de terminer son propos. Allez-y. Bien, je disais donc que le dispositif mis en place au niveau de CODEL et de WANEP rassure. Parce que quand vous voyez la composition des chambres de décision, là où les décisions sont prises et qui feront l'objet de recommandations et de communiqués, les personnalités qui y sont n'ont rien à voir avec la politique, ne sont affiliées à aucun candidat. Donc on est sûr et certain que les avis qui seront donnés, les décisions qui seront données ne peuvent pas être partisans. Donc en ce moment, ce travail qu'ils sont en train de faire et que je salue en toute objectivité et qui vont contribuer à conforter la crédibilité du scrutin nous rassure. Je voudrais terminer et là cette fois-ci pour vous les médias, les tendances vous pouvez les donner, mais je suis d'accord avec lui qu'il faut éviter de donner des chiffres. Parce que le principe veut qu'on laisse ce soin à la Commission électorale nationale indépendante, c'est-à-dire les institutions en charge des élections qui sont habilitées à le faire. Tout le travail est bon, sauf à ce niveau, il faut faire attention. Merci à tous les quatre d'être venus pour ces entretiens. Merci à vous, certainement qu'on vous retrouvera pour d'autres informations. Ruth, si vous le permettez, on va aller du côté de Ouaga 2000 où Christine Koulibaly plutôt est en ligne. Christine, bonsoir. Vous avez des éléments nouveaux pour nous par rapport à la Commission électorale nationale indépendante. Fousseni Kindo, nous n'avons pas pour l'instant de résultats de bureau des centres de compilation communaux, mais j'ai avec moi ici le président de la CENI qui vient de nous retrouver. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, madame. Alors, les bureaux de vote ont refermé, les urnes commencent à parler. D'une manière générale, que retenir de cette journée de vote? Je voudrais vous remercier, remercier les Burkinabés de façon générale parce que les élections se sont passées dans le calme. Vous savez qu'il y a 6 mois, évidemment, on ne s'imaginait même pas que cette élection allait pouvoir avoir lieu. Et le fait qu'elle se soit tenue sur l'ensemble des 13 régions, sur l'ensemble des 45 provinces, sur plus de 94% de nos 351 communes, je pense déjà que, en tout cas de notre point de vue, nous sommes satisfaits au niveau de la CENI. Et évidemment aussi maintenant l'autre question c'est la journée d'aujourd'hui. On a eu quelques... Globalement, c'était bon, mais je pense qu'on espérait mieux. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a... Bon, enfin, on fera un bilan, mais grosso modo, quand même, on ne doit pas... Je veux dire, il n'y a pas à se... Ouais, on n'est jamais satisfait quand on veut faire bien. Mais lorsque vous regardez, il y a plus de... À l'origine, on avait 21 155 bureaux de vote. Après les évaluations de la sécurité, il y avait 1300 bureaux qui ne pouvaient pas ouvrir. Donc nous sommes partis ce matin sur le ratio de 19 800 bureaux de vote environ qui devraient ouvrir. Et quand on fait le total ce soir, près de 17 000 bureaux de vote ont ouvert. Et donc, vraiment, je pense que le ratio est quand même acceptable. Il y a eu quelques bureaux qui n'ont pas ouvert à temps. Certains ont ouvert même très tard. À Ouagadougou, un bureau de vote, curieusement, a ouvert vers 16 heures. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces situations-là? Nous aussi, on ne comprend pas parce que ce n'est pas le matériel qui manque, ce n'est pas le conditionnement qui a manqué, ce n'est pas non plus la formation des membres du bureau de vote qui a manqué. Mais vraiment, on n'a rien compris qu'un bureau qui avait donc des membres du bureau de vote formés, un matériel disponible, n'ait pas pu fonctionner. Et finalement, nous-mêmes, ça nous est passé sous le nez.
Et c'est à partir de 16 heures que finalement, là, après les alertes multiples, on a fini par l'ouvrir. Alors ce bureau de vote est certainement un cas particulier. Nos reporters ont soulevé plusieurs dysfonctionnements. Vous-même, vous en avez parlé au cours de votre point de la mi-journée. Qu'est-ce qui a été fait concrètement pour permettre à ces bureaux de vote qui manquaient par moment de matériel de vote pour ouvrir et permettre aux Burkinabés de s'exprimer dans les urnes? Non, je pense que le manque de matériel n'a jamais été en aucun moment n'a empêché en aucun moment, on a été un handicap en aucun moment pour les Burkinabés de pouvoir accomplir leur devoir civique. Parce que, bon, évidemment, on est quand même une commission professionnelle, on sait faire les choses. Vous savez que dans le dispatching du matériel, si vous ne faites pas attention, il se trouve parfois, par inadvertance, des présidents du bureau de vote qui prennent plus de matériel auquel ils ont droit. Donc il suffit simplement parfois de faire donc une sorte de péréquation et vous rééquilibrer au fur et à mesure. Et puis nous avons mis par derrière une équipe qui fait le ratissage, donc qui toute la journée a alimenté à tout moment les débuts de manque de matériel, ce qui a permis évidemment que les électeurs puissent continuer à voter. Il y a eu quelques désagréments à Bobo, ça il faut le reconnaître aussi, parce que le vecteur aérien qui devait amener le matériel a accusé un retard. Sinon, à midi, on avait dans nos programmations prévu que le vecteur aérien arrive à midi à Bobo-Dioulasso, ce qui allait coïncider évidemment avec le début de manque du matériel tel qu'on l'avait programmé, tel que nous l'avions. Hélas, il est arrivé autour de 14h, 15h, quand même 2 à 3 heures de retard. Donc tout ça, pour Bobo, évidemment, a contribué parfois que dans certains nombres de bureaux, les électeurs n'aient pu choisir qu'un seul bulletin, notamment le bulletin présidentiel, au lieu du bulletin législatif. Okay. Alors, vous avez tenté de parler de la sécurité. Il y a des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir, certains ont ouvert et ont dû fermer. Alors, à ce soir, quelle est l'ampleur de l'impact sécuritaire sur le vote des Burkinabés aujourd'hui? Est-ce que vous avez une estimation de l'impact de l'insécurité? Il y a eu d'abord l'impact en amont. Je vous ai dit qu'à cause de cette insécurité, on n'a pas pu ouvrir les 21 500. Oui, mais je veux parler de la journée d'aujourd'hui. Non, je vous dis d'abord, il y a eu l'impact aujourd'hui, effectivement. Il y a eu aussi un impact surtout dans les régions épicentres de la crise, à l'Est et puis au Sahel. Un peu dans la boucle du Moun, par exemple, un certain nombre de communes comme Sono n'ont pas pu ouvrir. 22 villages autour de Nouna n'ont pas pu participer au vote. Autour de Bourasso, on a eu le même problème. Autour de Kassou, dans la province du Sourou, la commune de Kassoum. Vous savez que pour y aller à Kassoum aujourd'hui, c'est la croix et la bannière, etc., etc. Donc voilà donc des faits qui ont fait qui ont été donc les marques ou l'impact de la crise sécuritaire. Vous estimez à combien le nombre de Burkinabés qui n'ont pas pu voter ce soir et aujourd'hui? Ils sont autour de 300 000 environ, 350 000 Burkinabés qui n'ont pas pu voter. Et qu'en est-il de la situation hors de nos frontières quand on sait que c'était une première expérience? Est-ce que vous avez l'écho du processus hors de nos frontières? Par contre, à l'extérieur, les choses se sont extrêmement très bien passées. Les bureaux de vote ont ouvert partout et tout le matériel, parce qu'on avait préparé à l'extérieur une semaine avant. Le matériel est parti et tout était, du point de vue de l'extérieur, c'était vraiment nickel, hein. C'est zéro faute, comme qui dirait. Nous parlons de la nuit qui s'entame avec les résultats qui sont attendus. Dites-nous à quelle heure on pourrait avoir les premiers résultats des centres de compilation communaux? Normalement, à partir de cette heure-là, vous savez que pour l'ensemble du territoire national, beaucoup de bureaux de vote ont déjà fini de dépouiller. Donc les résultats à ce niveau-là sont déjà connus. Ensuite, lorsque le dépouillement est fini au niveau des bureaux de vote, les centres de compilation rentrent en action. Donc un certain nombre de centres de compilation ont certainement à l'heure comme ça commencé à travailler. Donc grosso modo, si les choses se passent bien, les centres de compilation finissent facilement leur travail. Ça, c'est pas un souci. On a une habitude à ce niveau aussi, donc il n'y a pas de problème.
Okay. Merci, Monsieur le Président, pour toutes ces informations. Je vous en prie. Okay. Voilà, Fousseni Kindo, voilà ce qu'on peut dire ici. En attendant, comme il a dit, que les résultats des centres de compilation communaux ne nous parviennent. Donc, je vous retrouve plus tard.